Stéphanie Allory est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint, la directrice de l'offre financière de l'UFF. On va s'intéresser à nos enfants et plus singulièrement à ceux qui grandissent. Faut dire que c'est un petit peu d'actualité. Certaines et certains ont réussi à obtenir leur bac et il va bien falloir penser à la suite, c'est ça ? Exactement, je viens parler aux chanceux ou aux studieux, c'est-à-dire les plus, à peu près 90% qui ont eu leur bac. Donc le schéma des études supérieures s'ouvre devant eux. Et quid de leur financement? Alors en France, les études ont la réputation d'être pas trop chères, notamment comparées aux pays anglo-saxons. On a une idée d'une moyenne ou pas? Alors oui, il y a une étude du Figaro de mai 2018 qui situe la moyenne autour de 7 118 € annuels de coût des études. Néanmoins, c'est une moyenne et ça cache une réalité qui est assez étendue. Et si on regarde sur le haut de la fourchette, on prend le cas par exemple d'un étudiant qui va faire une école de commerce ou une école d'ingénieur sur 3 ans, disons 10 000 € par an de frais de scolarité, plus le logement, mettons 700 € pour un logement sur Paris. Là, on n'est plus à 7 118 €, mais on est au-delà de 55 000 € de financement à trouver. Donc il faut s'y préparer assez vite et pour cela mettre en place des stratégies patrimoniales. Alors les sources de financement pour une famille, ça peut être déjà les aides de l'État, puisqu'il y a une famille sur 2 qui perçoivent des aides de l'État pour les études supérieures. Ça peut être les étudiants eux-mêmes, puisque de plus en plus d'étudiants travaillent pour financer leurs études supérieures. Ça contribue à peu près à 1/4 de la masse à financer. Et ça peut être également le recours au crédit à la consommation. Mais la majorité des familles, 90% d'entre elles, déclarent puiser dans leur épargne pour financer les études de leurs enfants. Donc autant s'y préparer. Et ben voilà. Et donc pour ça, on a besoin de vos bons conseils. Quelles sont les premières idées qu'on peut développer? Peut-être tout ce qui tourne autour du bon sens. Alors, je dirais 3 bons conseils. D'abord, s'y prendre tôt. Voilà, on a de la visibilité quand les enfants naissent et quand ils vont faire leurs études supérieures. C'est une durée à peu près figée dans le temps, l'atteinte de la majorité. Donc c'est vrai que plus on s'y prend tôt, moins l'effort d'épargne régulier va être important. J'ai fait des calculs rapides pour illustrer le propos. Sur 18 ans, pour un placement qui va rapporter, mettons, 2% par an, c'est 230 € par mois qu'il faudra mettre de côté pour atteindre à peu près 59 000 € d'épargne. Donc j'ai pris un peu plus que les 55 000 € que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a aussi les frais de déplacement et les frais connexes à prendre en compte. Si on n'a plus que 8 ans devant nous, là c'est plus de 500 € qu'il faudra mettre par mois de côté pour atteindre ces 59 000 €. Donc plus on s'y prend tôt, plus finalement on pourra avoir recours à... Ça c'est valable pour les enfants comme pour tout le reste, notamment si on parle retraite un jour, on aura le même conseil de départ. Exactement, donc premier conseil, s'y prendre tôt. Deuxième conseil, avoir recours au moins pour une partie de son épargne, à des placements risqués. Parce que si on prend les mêmes 18 ans devant nous, mais qu'on a plus de 2% d'intérêt, mais 4% sur 18 ans, c'est à peu près ce que vont rapporter les actions. Là, on dépasse les 70 000 € de capital constitué. On est autour de 72 000 €. Donc, on s'y prend tôt, on prend une proportion de risque. Et en synthèse des 2 premiers conseils, un troisième, c'est peut-être de désensibiliser son épargne au fur et à mesure qu'on arrive près de la date des études. Donc on prend plutôt beaucoup de risques au départ, un peu moins de risques à l'arrivée, et on a sur 18 ans largement de quoi financer ces 55 000 €. Ça, c'est un vrai conseil de pro, c'est ce que font tous les gérants de tout ce qui s'appelle fonds à échéance ou à formule. Exactement. Plus on se rapproche de la date où il va falloir vous rendre votre pognon, plus on sécurise, évidemment, on cristallise la performance. Quels sont les placements justement à privilégier? Vous nous parliez des actions, ça veut dire une part de risque, en passant sur quel type de support? Alors, si vous le permettez, je vais commencer peut-être parce que je ne recommanderais pas. Allons-y. Alors, le livret A, qui est bien entendu un des placements préférés des Français, parce qu'il a 2 caractéristiques très précieuses, c'est la garantie du capital et la liquidité. Néanmoins, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, la notion de rendement est faible. Donc, plus on a du temps devant soi,
plus il est peut-être recommandé de ne pas aller sur le livret A, puisqu'on est à 0,75 par an actuellement. C'est assez faible par rapport à notre horizon de placement. Et puis en plus, pour rappel, les versements sur le livret A sont plafonnés. Donc on ne va peut-être pas arriver à constituer notre épargne suffisante sur un vecteur plafonné. Donc le livret A avec parcimonie, disons. D'accord. Le PEA maintenant, le PEA, bien entendu, chaque parent peut en souscrire un et y faire régulièrement des retraits. Néanmoins, on ne peut pas en souscrire un pour un mineur. Donc c'est peut-être dommage de faire son effort d'épargne. Encore qu'on pourrait, et d'ailleurs on va en profiter, puisque ça fait partie d'un des thèmes qui me tiennent à cœur et qui ont été poussés notamment par la F2IC au moment de cette loi Pacte, de dire il faudrait un PEA jeune. C'est ça, un PEA mineur. Bruno Le Maire, si vous nous entendez, n'hésitez pas. Voilà, pour favoriser. C'est attendu par beaucoup de monde. Voilà, l'épargne vers l'économie productive. Bon, qu'est-ce qu'on privilégie d'autre? Alors, ce qu'on peut privilégier, après ce qu'on ne doit pas privilégier. Alors, intuitivement, on va penser à l'épargne financière, mais il y a également l'immobilier. L'immobilier, notamment pour les parents qui ont une capacité d'endettement, ça peut être très intéressant de faire de l'immobilier locatif long terme. Donc, au bout à la majorité de l'enfant, donc au bout de 18 ans, l'immobilier sera quasiment financé et on pourrait penser à le revendre pour avoir le petit coussin qui nous sera utile pour le financement des études de nos enfants. On peut aussi penser pour les parents les plus aisés, qui ont des tranches marginales d'imposition hautes, voire qui sont à l'IFI, de donner temporairement l'usufruit de ce bien à leurs enfants, ce qui permet aux enfants de toucher les loyers, ça lui fait sa manne de financement pour ses études, et pour les parents de sortir le bien immobilier de leur base taxable IFI. Donc voilà, l'immobilier, c'est un vrai bon conseil de long terme, clairement. Quoi d'autre ? Quoi d'autre? L'assurance vie, bien entendu. Alors, deux façons de faire de l'assurance vie pour le financement des études des enfants. Soit le faire au nom de l'enfant, et là, peut-être profiter des mécanismes d'abattement sur les donations parents-enfants de 100 000 € tous les 15 ans. Donc, le mineur pourra profiter de capital constitué à sa majorité, ou avant, sous signature des deux parents. Ou alors, faire un contrat d'assurance vie au nom des parents. Et là, au bout des 18 ans, peut-être que les parents pourront faire des rachats partiels, soit des rachats partiels programmés peut-être, pour financer progressivement les études, avec comme bénéficiaires en cas de décès les enfants. On précise juste dans la première option de l'assurance vie que pour les parents qui redouteraient que le ptio se carapate avec le pognon une fois qu'il a 18 ans pour aller faire le tour du monde avec une danseuse, on peut mettre un pacte adjoint qui limite l'utilisation du capital à certaines choses. On peut d'ailleurs prévoir beaucoup de choses dans le pacte adjoint. On l'accole au contrat d'assurance vie au moment de sa souscription. Et là, ça évite les tentations. On pourra décider que le mineur ne dispose de son capital que pour le financement de ses études qu'à compter de ses 25 ans ou d'autres conditions qu'on voudra mettre en place pour protéger de toute tentation de dépenses. Donc, immobilier, assurance vie et le maître mot, anticiper. Exactement. Et peut-être aussi, alors c'est moins gai forcément, mais peut-être aussi garantie de décès, parce qu'il ne faut pas que le prédécès d'un des parents viennent malheureusement en plus compromettre tout le financement des études. Donc via l'immobilier et l'assurance emprunteur d'une part, mais pour les placements financiers, on peut aussi mettre en place le capital décès via une garantie souscrite à part, et je pense que c'est également un très bon conseil. Eh bien voilà quelques conseils signés Stéphanie Allori pour l'Union financière de France. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt sur le plateau de BFM Biz.